Nous revenons sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le littéraire et auteur du livre La Révolte anglophone, M. Patrice Nganang. Nous avons, avant de clore cette émission, en première partie, parlé des causes lointaines. Maintenant, quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase au point où les anglophones disent, cette fois-ci, il faut en découvrir avec le pouvoir camerounais? Avant d'analyser peut-être les revendications corporatistes des avocats et des enseignants, il faut peut-être que je présente la situation complexe qui veut que le Cameroun, Cameroun ait une population anglophone, n'est-ce pas, qui après, disons ce qu'on appellerait en français le baccalauréat, nous parlons là de millions de personnes, se retrouve dans une situation où de 61 à 1994, cette population n'a pas eu d'université. Comme quoi, si vous êtes anglophone, vous voulez devenir avocat, vous voulez devenir médecin, vous voulez ingénieur, vous avez l'obligation d'apprendre le français pour pouvoir aller dans une université bilingue, l'université Yaoundé, qui est vraiment francophone. On ne peut pas construire toutes les études et sa carrière en étant anglophone. Voilà. Dans le Cameroun, pendant 33 ans, a mis les anglophones dans l'obligation de se former plutôt au Nigeria. Donc, si vous voyez un avocat anglophone, d'habitude, il a été formé à Lagos, à Calabar ou bien à Ibadan. Vous voyez. Alors que déjà, dans l'entente de 1961, il y avait l'obligation, se basant sur les richesses de ce pays-là, qui a découvert le pétrole en 1970, que la constitution d'une classe moyenne était légitime. Donc la précision, elle est faite. Maintenant, la cause immédiate, c'est quoi? La cause immédiate, c'est que vous voyez déjà, les enseignants, ont revendiqué l'existence, le respect de leur propre spécificité, afin qu'ils puissent former des gens après le baccalauréat, sinon à l'école, dans les branches qui correspondent à ce qu'ils ont fait à l'école primaire. Les juristes ont demandé la même chose. Parce que pour les juristes, il me faut préciser, n'est-ce pas, que le Cameroun n'ayant jamais été une colonie, du moins ni l'Angleterre ni la France, depuis 1916 jusqu'en 2016, pendant 100 ans, n'a jamais pensé qu'il y avait une spécificité du droit qui s'applique aux anglophones et que cette spécificité pouvait nécessiter une formation parallèle, c'est-à-dire qui a lieu au Nigeria, qui a lieu en Ouganda, à vous écouter, on voit la cohérence de ce que vous dites, mais est-ce que cela peut valoir quand même que l'on prenne les armes, par exemple, pour faire une revendication? 30 ans d'absence de formation d'une classe moyenne, c'est-à-dire 30 ans du fait que la République du Cameroun ait donné au Nigeria l'obligation, n'est-ce pas, de former la classe moyenne anglophone. On est tout à fait d'accord qu'il y a mal donne de ce côté-là, mais est-ce que le jeu vaut la chandelle, que l'on prenne les armes pour faire cette revendication? Non, ça donne déjà la nécessité de reconstituer son État. Bien entendu. Voilà. Bien entendu. Et donc, les manières, parce qu'on parle de la manière, n'est-ce pas, les manières de reconstitution de son État viennent en réaction par rapport à la déclaration de guerre du 30 novembre 2017, qui a été celle de Paul Biya. Oui, la déclaration de guerre, c'est quoi concrètement? C'est le président Biya qui est venu, il a déclaré la guerre à une partie de sa population le 30 novembre 2017. C'est vous qui interprétez en disant on a déclaré la guerre. C'était rien d'autre, c'était ça. Déclarer la guerre, c'est faire quoi? Quelle a été la déclaration dans son originalité, dans les propos originaux qui disent qu'on a déclaré la guerre à la population, parce que je vois très mal un chef d'État déclarer la guerre à une partie de sa population. Je pense que c'est une déclaration qui est publique, elle a été faite à la télévision et elle est sur YouTube. Non, mais c'est vous qui interprétez justement cela en disant que c'est une déclaration de guerre. Évidemment, parce que lorsqu'un président décide, vous voyez, déclarer la guerre, c'est décider de prendre les armes de l'armée pour se retourner contre une partie de sa population sous le prétexte que celle-ci exprimait des revendications. Mais faire régner l'ordre, justement, disait-il. Bon, l'ordre, faire régner l'ordre, justement. Je crois que nous sommes en train de travailler sur un paradigme déjà qui exclut d'autres paradigmes. Je prends d'habitude l'exemple du Sénégal et de la Gambie. Pendant de nombreuses années... pas trop loin, hein? Non, pas du tout. J'ai dit tout simplement ces deux pays, francophones et anglophones, ont compris à un certain moment qu'il était impossible pour les deux de travailler alors qu'ils étaient la Sénégambie. Et ont décidé, sans prendre des armes, sans un cadavre, n'est-ce pas, de se séparer. Et je suis sûr qu'il y a des couples sénégambiens qui existent avec des enfants, etc. Ils parlent la même langue, cependant, ils ne sont pas obligés de vivre sous la colonisation l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut se passer des armes. Alors, lorsque la sagesse a échappé au sommet, il y a l'obligation de pouvoir le dire. Il y a l'exemple de la Fédération du Mali, dont les pays se sont également séparés. Il y a la Tanzanie, n'est-ce pas, où il n'y a pas eu de... Donc les anglophones auraient souhaité créer leur propre État, ce qu'ils ont appelé Ambazonie. En fait, les anglophones souhaitent que leur État soit restauré. L'État qui s'appelait Southern Cameroons et qu'ils ont appelé la République fédérale d'Ambazonie. Et le pouvoir central n'est pas d'accord avec cela. C'est cela, c'est le nœud du bras de fer. C'est grosso modo le nœud du bras de fer. Oui.
Le pouvoir est aussi dans ses droits, non? Le pouvoir n'est pas obligé d'accepter cela. Non, cela. le pouvoir n'est pas dans ses droits parce que, comme j'ai dit, en 61, il n'y avait aucun contrat d'union. C'est comme si vous vous mariez, n'est-ce pas? Vous n'avez pas d'acte de mariage et vous allez au divorce, vous dites, je me suis marié avec la personne. Ben, la première question du juge serait, où est l'acte de mariage? Au Cameroun, il n'y en a pas un. Donc, il y avait pratiquement deux solutions. C'était soit la sécession ou le fédéralisme. Voilà. En fait, disons que le Cameroun, dès 61, était l'entente cordiale entre les pères qui ont fondé le Cameroun, c'était reconnaître le Cameroun comme une fédération. Oui. Mais le pouvoir d'Ahidjo déjà et puis celui de Paul Biya a fait tout pour éradiquer cette constitution fédérale-là. Oui. Voilà. Donc c'est une question réglée depuis la nuit des temps, quand même. Au contraire, dans l'inverse, c'est un problème qui a été posé. C'est-à-dire qu'au lieu de maintenir la structure fédérale qui aurait au moins permis aux gens de vivre à l'amiable, comme on dirait, sans constitution, sans union, sans acte de mariage, l'État a commis l'erreur fondamentale, n'est-ce pas, de détruire cette amiabilité-là qui avait été fabriquée. Et fait une erreur de plus en déclarant la guerre à l'autre partie de sa population. Mais il y a une autre raison que j'entends aussi, comme quoi le pétrole, qui quand même est le fleuron de l'économie camerounaise, est extrait dans la partie anglophone, cette partie ne bénéficierait pas quand même des revenus de ce pétrole, c'est vrai? Oui, j'ai donné un exemple classique. La partie anglophone de 61 à 94 n'a pas d'université. Pendant 33 ans, n'a jamais eu d'université de tradition anglaise, c'est-à-dire université technique, etc., etc. N'a rien eu, alors que le pétrole se trouve à Limbé. Le pétrole camerounais a toujours été géré, découvert en 70, a toujours été géré de manière discrétionnaire par le pouvoir. Mais quand le problème a été posé, apparemment, le pouvoir central a pris des résolutions, a entrepris certaines choses pour corriger cet état de choses, non? Bon, ce sont des actes cosmétiques parce que j'ai dit le fondement déjà été floué. On ne peut pas constituer un État dans le faux. Et c'est ce qui s'est passé au Cameroun. Je pense qu'il faut toujours imaginer ceci, que les générations qui ont donné l'Afrique à la colonisation, en 1884, ont signé des traités. Mais celles de 60 ont décidé plutôt de se battre pour l'indépendance, c'est-à-dire pour déchirer ces traités-là. Donc, les enfants n'ont pas l'obligation de vivre sur la base des erreurs des parents. Personne ne l'accepterait. La génération des anglophones d'aujourd'hui a compris que leurs parents avaient commis des erreurs. Et d'ailleurs, leurs parents, Foncha, etc., avant de mourir, sont venus et ont régné, ont admis eux-mêmes qu'ils avaient commis des erreurs. Donc les enfants ne peuvent pas continuer des erreurs des parents, surtout que ces erreurs-là ont été admises par les parents eux-mêmes. Mais ce qu'on observe aujourd'hui dans la zone anglophone, c'est qu'il y a un bras de fer qui est très perceptible, un dialogue de sourds, j'allais dire. On voit certains qui sont très bien armés, on voit d'autres qui ont des fusils artisanaux, et on se demande jusqu'où est-ce que ce n'est pas un combat de David et de Goliath. C'est une situation qui change très vite. Il y a 2 ans, c'était pacifique, c'était des arbres de la paix. Le 1er octobre 2017, les mamans sont sorties avec des arbres de la paix. Il n'y avait rien du tout. Il y avait des foules qui criaient ne tirez pas, ne tirez pas. Les soldats camerounais ont tiré. Et aujourd'hui, un an après, en fait quelques mois après, ces foules-là qui n'avaient pas d'armes ont des armes. Donc ça change très vite, n'est-ce pas? En fait, donc la situation ira de mal en pire si ça demeure comme ça, vous voulez dire? Ça dépend de comment est-ce qu'on voit. Je suis en train de dire que les populations anglophones ont enfin pris leur destin en main et c'est fondamental de le souligner. Parce qu'on ne peut pas avoir un État qui est fondé dans le non-droit, qui veut imposer une situation d'injustice aux gens qui... Mais le problème aujourd'hui, il est très clair que le pouvoir central n'accède pas aux revendications des anglophones. Bon, il suffit qu'ils perdent 1 ou 2 batailles, ça aurait changé. En fait, c'est-à-dire le terrain de la guerre. C'est très facile. En fait, étant donné qu'il est en train de perdre, c'est vraiment très visible. Parce que si on voit depuis 2016 là, avec la revendication corporatiste, où les gendarmes sont venus tabasser les avocats, à aujourd'hui où les jeunes ont des kalachnikovs, etc., le pouvoir est entièrement perdu. Il y a des régions qui ne sont plus gouvernées, il y a des jeunes qui se promènent dans la rue avec des armes, il y a des sous-préfets qui, en fait, ont fui. Donc, Biya, en fait, ou bien Paul Biya, ne gouverne plus que 8 provinces sur 10. Donc c'est une défaite extraordinaire. Il faut déjà prendre le bilan en quelques mois seulement depuis le 30 novembre 2017 jusqu'à aujourd'hui. C'est extraordinaire. Oui, mais par rapport à la gestion du pouvoir central aussi, on voit aujourd'hui qu'on a un chef de l'État, parce que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, on voit le Premier ministre qui est quand même anglophone. Est-ce que ce n'est pas quand même quelque chose qui montre la volonté du pouvoir central quand même d'associer les anglophones à la gestion du pouvoir? Bon, là, on revient sur l'entente cordiale de 61 qui spécifiait dans ses formulations qui ne sont pas juridiquement sanctifiées, qui spécifiait que ce serait le vice-président qui serait anglophone. Et en 70 déjà, le vice-président sur le ticket présidentiel était anglophone. En 92, nous savons très bien que John Fundi avait gagné l'élection anglophone et que l'élection avait été truquée. Aujourd'hui, que la personnalité anglophone la plus élevée soit
Premier ministre, ce n'est pas un gain, au contraire, c'est une dégringolade, n'est-ce pas? Donc, les anglophones ont tous les droits, étant donné qu'ils avaient droit à la succession déjà présidentielle en 1982, et c'est plutôt Paul Biya qui est francophone qui est devenu président à la place de Tandem Mouna. John Fundi, qui pouvait être président, n'est-ce pas, avait gagné, mais c'est plutôt Paul Biya qui est demeuré président. Les anglophones découvrent soudain que le pouvoir leur a été arraché. Peut-être que les anglophones succéderont à Paul Biya. Bon, il y a des moments où on se rend compte que c'est trop tard, parce que, comme je dis encore, le pouvoir est fondé sur le faux. Et si je vous comprends très bien, c'est qu'il n'y a pas de solution. En fait, je pense que la situation qui veut qu'une partie du Cameroun restitue son indépendance est irréversible. Irréversible. Elle est irréversible. Ça veut dire que là, c'est une déclaration de guerre et il n'y a plus de solution du tout, du tout. La guerre a déjà été déclarée. Je crois que pour le moment, ce dont il s'agit, c'est de trouver des modalités d'une négociation, n'est-ce pas? Parce que des deux côtés, les gens sont en train de s'armer, des deux côtés, les gens sont en train de vider des villages pour en fait... Mais on a vu des délégations quand même du pouvoir central qui sont allées rencontrer des populations dans la partie anglophone. Ça n'a pas servi à quelque chose? Non, la bonne nouvelle, ce n'est pas la commission Moussongué, parce que là, ce sont des saupoudrages. La bonne nouvelle, c'est que l'ONU, n'est-ce pas? Et j'ai rencontré une de l'ONU qui est en train de se réintéresser à la situation camerounaise. Parce que n'oublions jamais que le Cameroun n'a jamais été ni une colonie de l'Angleterre, ni une colonie de la France. Le Cameroun a été sous tutelle et sous mandat de la SDN et de l'ONU. Et l'ONU qui a abandonné le Cameroun anglophone. Donc maintenant, soudain, heureusement, l'ONU s'intéresse encore à cette situation, s'installe, est en train de faire des observations et certainement donnera son point de vue. Ce qui est quand même étonnant, c'est que vous-même, vous êtes francophone et vous estimez que le combat des anglophones est un combat juste, c'est cela? Bon, moi, je suis écrivain, vous voyez, j'écris, oui. je suis Banganté, je suis Bamileke, et le Cameroun a inventé une ethnicité qui est une nouvelle, qui est francophone. Alors, j'ai publié des livres en français, je vis aux États-Unis, à la maison depuis à peu près 17 ans, je parle anglais tout le temps, ma famille est anglophone. Donc, je crois qu'en tant qu'écrivain, ce qui m'interpelle toujours, c'est l'individu. Toutes les fois où l'individu est victime d'une situation d'injustice, alors je suis interpellé, je prends la parole et j'essaie de dire ce que ces voix-là qui ne sont pas écoutées pensent être le vrai. Mais ces prises de position vous ont valu quand même un certain nombre de choses. Hein, parce que le 6 décembre dernier, à Yaoundé, alors que vous embarquez dans un vol à destination de Harare, vous avez été interpellé par la police et placé en détention. Qu'est-ce qu'on vous reprochait concrètement? Parce qu'on a parlé d'outrage au chef de l'État, c'est cela? Bon, on me reprochait beaucoup de choses. La plus visible était sans doute un Facebook posting que j'avais fait. La plus invisible, qui structurait mon interrogatoire, était que j'avais fait le tour de la région anglophone durant le moment justement où le pouvoir avait déclaré la guerre aux populations anglophones. Et puis j'avais écrit un rapport de ce séjour-là, un rapport qui présentait tout simplement le fait que le pouvoir ne pourrait jamais gagner cette guerre. Parce que les populations ne sont pas seulement déjà entièrement bilingues, mais au moins ont une conscience fondamentale du fait qu'elles ont un État qui a été évaporé et qui nécessite une résurrection. Mais après, vous avez eu droit à un procès. Après quelques jours de détention, vous avez eu droit à un procès où on vous a relaxé, purement simplement. Le Cameroun a la tradition un peu ancienne, n'est-ce pas, des procès, des charades juridiques, parce qu'arrivé au procès, le procureur a décidé unilatéralement d'abandonner toutes les charges, et puis je me suis retrouvé libre de toute accusation. Cependant, au même moment, 3 heures après, la police politique m'attendait et m'a mis manu militari dans l'avion qui m'a amené aux États-Unis, alors que j'avais été pris dans un avion qui m'amenait au Zimbabwe. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai lu quelque part qu'on vous a arraché votre passeport camerounais. Oui, on m'a arraché mon passeport camerounais, alors qu'il y a de nombreux Camerounais, de nombreux écrivains qui ont un passeport français et un passeport camerounais et qui s'en vont au Cameroun tout le temps. Mais la loi ne l'autorise pas. Bon, si déjà la loi reconnaît des exceptions, qui sont des écrivains comme moi, pourquoi est-ce que... Non, la comparaison n'est pas raison. Non, qui sont d'ailleurs des candidats à l'élection présidentielle. Si la loi reconnaît qu'il y a des candidats qui sont suisses et moi je suis américain, pourquoi est-ce que je n'aurais pas le passeport camerounais? En fait, la question est beaucoup plus grave que ça. C'est que les anglophones qui, en 1961, de 61 à 94, n'est-ce pas, ont été exclus du Cameroun, lorsqu'ils rentrent au Cameroun, on leur donne l'interdiction d'entrer sur le territoire camerounais et ils sont repoussés parfois lorsqu'ils viennent enterrer leur famille, des femmes, des enfants, etc. L'État camerounais, la DST, leur tape sur le passeport qu'ils n'ont pas le droit d'entrer au Cameroun. Il faut faire le tour de l'Afrique du Sud, le Nigeria, les États-Unis, l'Angleterre pour se rendre compte de cette tragédie-là. Monsieur Ngadang, dernière question dans cette émission. Quel est l'acte que pourrait poser le pouvoir central aujourd'hui qui pourrait ramener la balle à terre et que les uns et les autres commencent par discuter? Négocier. Négocier.
C'est ce qu'ils font déjà, non? Non, ils essayaient des formules, arrestation, assassinat, ciblé, destruction de villages, etc. Mais il faut négocier avec qui aujourd'hui? Oh, il y a un leadership anglophone, une partie est arrêtée, est pratiquement dans le secret, on ne sait pas où, Ayoub Tabé, voilà, Tassang, par exemple, il y en a qui sont dehors, Sako, il y en a qui sont au Cameroun et qui étaient en prison d'ailleurs, justement, à Bobala. À vous? Votre rôle à vous? Ben, mon rôle, déjà, c'est celui d'un écrivain, c'est-à-dire de donner voix à ces voix-là qui sont... Allez au-delà, parce que vous écrivez pourtant le combat, la crise perdue. Bon, disons, mon rôle est vraiment déjà d'exprimer le point de vue de ces voix camerounaises qui sont systématiquement exclues de la scène publique. Et ce rôle est si vaste que le reste, qu'il faut le structurer, il faut le penser, parce que nous parlons là de millions de personnes, nous parlons vraiment de millions de personnes. Donc la négociation est encore possible? Elle est toujours possible, parce que la sagesse, en fait, réside dans les êtres humains, mais je crois que la négociation se fera sans doute sans Biya, et elle est d'ailleurs nécessaire sans Biya, parce que c'est lui le problème. Merci beaucoup, Monsieur Patrice Nganang. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature, écrivain, auteur de La Révolte anglophone, ce livre paru aux éditions Teham, que je recommande aux uns et aux autres de lire. Apparemment, il a été interdit de vente au Cameroun. Voilà, le Cameroun, l'État camerounais n'est pas à sa dernière erreur. Merci beaucoup, M. Patrice Nganang. On va voir évoluer la situation. Espérons que ce soit au bonheur de tous les Camerounais et on aura l'occasion de revenir encore sur ce plateau et d'en parler avec beaucoup de joie, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.